des incendies, des inondations, des crises sanitaires aussi, et surtout, c'est d'actualité des cyberattaques que les entreprises de toute taille, peuvent être confrontées à des crises qui viennent de l'intérieur, mais aussi des crises de l'extérieur. Et évidemment, ça met à mal l'activité et la santé au travail, la santé des collaboratrices et collaborateurs. Alors on se rend compte que la crise, ça n'est plus quelque chose d'exceptionnel. On parle même de polycrise auxquelles sont confrontées les entreprises, et donc il est essentiel pour le monde économique de mettre en place des outils pour anticiper ces crises et être au travail en bonne santé. Nos invités, le professeur Anne Goffard, bienvenue. Vous êtes médecin au CHU de Lille, enseignante, chercheur. Votre domaine de spécialité, c'est la virologie, et on va parler des virus. Alors ceux qui sont connus, ceux qui ne sont pas connus, et qui concernent bien évidemment toutes les populations, et les populations de l'entreprise en particulier. Sandra Decelles-Lamotte, vous êtes présidente de l'association Résilience. J'aime bien le terme résilience. La résilience, c'est un acte positif, hein, et vous nous partagerez des modes d'emploi pour prévenir. Et bienvenue à François Hénin, vous êtes directeur général du groupe Cousin Surgery, la chirurgie. On va commencer avec vous, et vous allez nous raconter votre histoire, parce que la cybersécurité est un gros enjeu pour vous. En 2019, je crois, vous êtes fait hacker. Qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà, donc on a découvert sur un fichier une demande de rançon. Comme ça, un jour. Suite aux vacances de Noël. Donc ça a dû se passer pendant les vacances de Noël, et où l'entreprise était fermée. Et au retour, on a découvert cette demande de rançon, et qui était aussi concomitante avec une autre société qui faisait partie du groupe historiquement. Donc on avait un lien encore au niveau informatique avec eux. On ne sait pas qui a pollué l'autre, mais contaminé l'autre. Mais vos serveurs étaient connectés. Et nos serveurs étaient encore connectés, voilà. D'accord. Voilà. Comment on réagit quand un événement comme celui-là se passe ? Au début, il y a le choc, et puis après, on se sidéré, quoi. On est sidéré, on dit pourquoi nous, tout petits, voilà. Puis on regarde aussi le prix de la demande de rançon, qui était, j'ai envie de dire, presque acceptable au regard de l'entreprise. Ça veut dire qu'on aurait pu payer, on était capable de payer au regard de la taille de l'entreprise. Et puis après, on se met en œuvre, et on se met en ce que nous on appelle en cellule de crise, puisqu'on essaye de s'entraîner à gérer des crises, alors qu'ils sont pas qu'on n'était pas entraîné à celle de la cyberattaque, mais des crises entre guillemets sur nos données cliniques, nos données patients, même si elles sont toutes anonymisées. On a une exigence de traçabilité dans l'entreprise pour la réglementation. Alors, on va aller chez vous pour comprendre ce qui s'est passé. Comment le collectif des collaborateurs a réagi, aussi toutes les parties prenantes de l'entreprise, et ensuite on décrypte avec vous. Blocage des systèmes informatiques, demande de rançon, le secteur de la santé est exposé au risque de la cybercriminalité. Si les hôpitaux font l'objet d'attaques régulières, leurs sous-traitants ne sont pas épargnés. François Hénin en est bien conscient. Son entreprise forte de 150 collaborateurs est spécialisée dans la fabrication d'implants textiles chirurgicaux. En 2019, elle a été victime collatérale d'un piratage informatique. Depuis, la protection des données est devenue une priorité. On demande à des gens extérieurs qui connaissent forcément l'évolution du système de venir entre guillemets simuler ou entre guillemets attaquer l'entreprise pour regarder où sont les points faibles, les portes d'entrée qu'on n'a pas encore bien verrouillées ou qui à l'époque étaient bien verrouillées et qui maintenant ne le sont plus. Donc on paye quelqu'un en fait effectivement pour régulièrement venir nous challenger sur notre capacité à répondre à une attaque, ou est-ce qu'on est correctement protégé vis-à-vis de cette menace en fait qui peut bloquer l'entreprise pendant des semaines et des semaines si jamais on n'a pas les bons moyens. Une sauvegarde externe grâce à un système de cartouches a également été mise en place. Les données sont sauvegardées régulièrement sur ces supports-là. Ces supports-là ne sont pas présents dans l'entreprise. Donc même si l'infrastructure est attaquée, cryptoloquée, les données qui sont sur ces cartouches-là ne seraient pas cryptoloquées. Donc on serait en mesure de repartir avec les données présentes sur ces cartouches. La crainte ? Perdre toute trace des implants textiles vendus dans le monde entier. Pour anticiper ce risque, les salariés participent plusieurs fois par an à des exercices
de gestion de crise. On n'a aucune information relativement sur le patient, on a toutes les informations, et c'est vraiment la cyberattaque, c'est sur nos données, c'est sur les données de fabrication qui sont essentielles et obligatoires, et on doit les garder plus de 10 ans, et ça c'est la réglementation qui nous le demande. Donc effectivement, si on est hacké, si ces données sont tout d'un coup cryptées, ça veut dire qu'on se retrouve dans l'impossibilité de produire ces données-là. Et donc ça c'est extrêmement grave. Chez Cousin-sur-Jory, le budget alloué à la cyberdéfense est en augmentation, car la menace est bien réelle. Selon le dernier rapport Carpescaille sur la sécurité informatique, les sociétés françaises ont subi en moyenne 14 incidents de cybersécurité sur un an. Eh oui, c'est clair que ça se développe. Tout à l'heure, vous écouterez le commandant Mathieu Rousseau du ministère de l'Intérieur, le spécialiste de la cybersécurité, nous dire il ne faut surtout pas payer. Parce que ils sont filous, là, les hackers. Hein, ils vous donnent des sommes raisonnables. Vous n'avez pas payé ? Non, on n'a pas payé. Non, il a la chance d'avoir cette sauvegarde qui a été réinjectée, et une sauvegarde qui n'était pas polluée parce qu'elle n'était pas enclenchée dans le lecteur. Qu'est-ce que vous a appris cette crise ? Cette crise nous a appris que la menace était permanente et qu'on était sujet à cette menace. Alors une petite PME cyberattaque, ça peut paraître loin, et en fait, ce que ça nous apprend, c'est que finalement, on est à l'abri de rien aujourd'hui, que ce soit des crises sanitaires, que ce soit des crises des cyberattaques. Et donc ça nous a appris à prendre cette dimension et à gérer cette dimension de gestion de risque ou de gestion de crise. Et aussi à... Vous embarquez tout le monde, là. Voilà, donc le sujet, c'est d'embarquer tout le monde et de faire des entraînements réguliers pour que, sans stress, pour que les gens puissent avoir les bons réflexes le jour J où ça arrive, dire bon voilà, ça arrive, c'est aujourd'hui, on s'est entraîné, on a déjà, donc maintenant on met en œuvre le plan de gestion de crise. Est-ce qu'on doit aussi en parler à ses clients ? Moi, de mon avis, il faut en parler pour montrer qu'on est capable, qu'on l'a adressé, qu'on ne se cache pas, et que effectivement, moi, mon principe, c'est de mon expérience, c'est de la partager soit à des confrères, des concurrents, et au final, la différenciation ne doit pas se faire. Est-ce qu'on est capable de gérer une crise ou pas ? Ça doit être face à un ennemi, les cyberattaques, on doit tous être solidaires ensemble, et du coup, s'échanger les trucs et astuces ensemble pour être capable de se défendre et apprendre. On a vu dans le reportage vos collaborateurs avec des combinaisons. Est-ce qu'il y a une notion de peur lorsque un fait comme celui-là se passe, une notion de peur à contraindre, une dimension psychologique auprès des collaborateurs ? Oui, il y a un stress automatique de pérennité de l'entreprise. Est-ce qu'on va s'en sortir ? Est-ce que c'est acceptable ? Jusqu'où ça va ? Combien de temps ça va durer ? Toutes ces notions de peur qui sont présentes automatiquement. Donc ça, c'est le réflexe humain. 46% des entreprises en France ne sont pas préparées à gérer de telles situations, les cyberattaques en l'occurrence. Alors vous allez écouter le commandant Mathieu Rousseau, je vous demanderai de réagir d'ailleurs après, qui est au ministère de l'Intérieur, le spécialiste de la cybersécurité, et il nous donne quelques conseils pour la prévention, tout simplement. On considère qu'il y a entre 15 et 45% des entreprises qui sont cyberattaquées tous les ans. Alors, la première chose à faire, je dirais, c'est de faire augmenter le niveau de vigilance de ses collaborateurs. Parce qu'on s'aperçoit que la plupart des cyberattaques se produisent à cause d'une erreur d'un collaborateur, à cause d'un défaut de vigilance. On clique sur la mauvaise pièce jointe, on fait le mauvais virement, on ne contrôle pas le RIB auquel on fait le virement, etc., etc. Donc c'est vraiment important d'investir dans la vigilance de ces collaborateurs, dans leur formation, de leur sensibilisation aux risques cyber. Pour moi, c'est vraiment la première chose à faire. La deuxième chose à faire, je dirais en fait, la première chose à faire, c'est bien d'investir dans des solutions logicielles de cybersécurité, antivirus, firewall, etc. Là-dessus, moi, je veux juste dire que il faut viser le juste niveau de suffisance. Il ne faut pas chercher à se payer la Ferrari de la cybersécurité quand on a besoin d'une Renault. D'accord. Ça, c'est vraiment important. Oui, ça ne coûte pas la deuxième chose, comme je viens de le dire, pardon ? Ça ne coûte pas forcément très cher de se protéger.
Non, tout à fait. Ça ne coûte pas forcément très cher parce qu'il faut bien comprendre qu'on est face à un phénomène de masse. La cybercriminalité, c'est un contentieux de masse. Et il y a tellement de cibles potentielles que les cybercriminels recherchent la facilité. Oui. Donc dès lors qu'on va avoir un certain niveau de cybersécurité, eh bien, on va quand même diminuer fortement la chance d'être impacté. Ça, c'est pour l'aspect technique. Et l'aspect humain, comme je viens de le dire, il est très important. Une interview réalisée il y a quelques jours, une entreprise sur 3 en France est ou sera soumise à une cyberattaque. Alors, vous reprenez l'adresse de ce site du ministère de l'Intérieur, 17cyber.gouv.fr, avec tous les renseignements pour la protection. Ça a quand même un coût, la protection. Oui, tout à fait. On est passé en 3 ans d'à peu près 10 à 15 000 euros et aujourd'hui on est à 150 000 euros au niveau de l'entreprise et on ne prévoit pas de baisser la garde. Au contraire, je sanctuarise ces budgets année après année parce qu'en fait, comme les choses évoluent, on est obligé de s'adapter, d'avoir un nouveau firewall, des choses comme ça. Donc en fait, c'est une démarche qui doit être maintenant intégrée et permanente. Donc c'est de la techno, mais il y a le volet humain également, de la formation. Oui, donc il y a effectivement un volet humain. Donc on forme régulièrement l'ensemble du personnel à ce que c'est que la cyberattaque. Donc on fait intervenir un prestataire extérieur généralement pour sensibiliser les personnes, parce que nous on n'est pas à même de sensibiliser nos collaborateurs pour qu'ils puissent ressentir effectivement. Et puis après on fait des exercices, plus ou moins à l'aveugle, mais en disant répondez à ce phishing ou pas. Juste en un mot, avant d'entendre Anne Goffard, le Covid. Autre risque à gérer. Vous, comment ça s'est passé chez vous ? Nous, en fait, comme les opératifs travaillent en salle blanche, le port du masque, l'environnement de travail, il était déjà hyper, j'ai envie de dire sain. Il était, donc il fallait simplement les faire rentrer avec une petite distance, mais voilà, donc elles n'ont pas. Et puis nous, on s'est dit, comment on peut faire pour aider. Et donc on a, comme c'est des couturières, donc on a fait aussi des masques en dehors de la salle blanche, mais on a produit des masques. Ça s'est bien passé. Moi, j'avais à cœur que l'entreprise ne s'arrête pas. Donc il y a des départements comme la R&D, des choses comme ça. J'ai dit, vous ne restez pas chez vous, où je maintenais un petit peu de présentiel, parce qu'on se rendait compte qu'il y avait des gens qui étaient impactés moralement. Alors ces risques sanitaires, professeur Goffard, ils sont nombreux. Il y a le répertoire des risques qu'on connaît, qu'on voit autour de nous, chez nous, et il y a le reste. Sur les risques connus. Les risques connus, il y a la grippe tous les hivers. Maintenant, on connaît bien malheureusement le Covid. En ce moment, il y a des épidémies de rougeole, notamment dans notre région. Il y a des choses qui nous semblent aujourd'hui exotiques, comme le chikungunya par exemple, avec une grosse épidémie à La Réunion. Je dis qu'il nous semble exotique parce que probablement qu'en raison du dérèglement climatique, le chikungunya est déjà présent en métropole et va arriver dans notre région dans quelques années probablement. Ça par exemple, c'est des virus qu'on connaît. Mais sur des risques viraux comme ceux-là, qui ont des conséquences importantes, dans un service, je peux avoir 10 grippes. Tout à fait. Donc, chef d'entreprise, qu'est-ce qu'il peut faire ? Je pense que le chef d'entreprise, sa responsabilité, c'est de se préparer, encore une fois. Et chaque année, on a des épidémies de grippe ou de Covid maintenant. Et les outils de préparation existent. Donc, à mon avis, la recommandation que je ferais à un chef d'entreprise, c'est mais finalement, chaque année, quand l'automne arrive, auprès de qui vous vous renseignez pour savoir comment vacciner vos salariés, comment leur proposer la vaccination, quels outils de protection leur proposer, est-ce que vous leur proposez des masques en accès libre dans l'entreprise, etc. Donc, quels sont les réseaux auprès desquels vous allez vous renseigner pour avoir des bonnes informations. Vous allez surfer sur Facebook ou vous allez vous retourner vers votre service de santé au travail. Je pense qu'en réalité, c'est bien la santé au travail qui va vous apporter les bonnes informations sur ces sujets-là. Vous êtes complètement concerné. Et puis, il y a ces risques inconnus. Alors, on a eu le Covid, bien évidemment. Est-ce que, par exemple, les moyens de transport peuvent favoriser le transport de virus ? Alors oui, puisque les humains se promènent avec leurs maladies infectieuses.
Ah, ouais. Donc on a bien vu, Wuhan, il y avait deux liaisons par semaine entre Wuhan et Paris. Et c'est comme ça que le SARS-CoV-2, le virus responsable du Covid, est arrivé, notamment, enfin, ça a été une des voies d'accès. Il est arrivé aussi par l'Italie, il est arrivé par les autres pays d'Europe qui étaient infectés, et les gens bougent, et les gens en bougeant bougent avec leur maladie infectieuse. Est-ce qu'il existe une checklist pour m'assurer que j'ai les bons moyens pour protéger mes salariés? Je suis pas sûre. Je pense qu'il y a plusieurs checklists. En réalité, en fonction du type de virus. Pour des virus de gastroentérite, c'est pas la même checklist que pour des virus respiratoires. Mais un service de santé au travail, lui, dispose de ces checklists, ou s'ils ne les ont pas directement prêtes, ils savent vers quels experts se retourner pour constituer ces checklists et pouvoir les transmettre aux entreprises qui en auront besoin. Tout ce que vous nous racontez, c'est du bon sens au quotidien, quoi. Oui, c'est de la vie quotidienne. C'est de la vie quotidienne. C'est ça. C'est de la vie quotidienne. Oui. Vu de votre posture de scientifique, ces polycrises dont on parlait, dont les cyberattaques, dont les inondations, dont on parlera dans quelques instants avec Sandra Decelles-Lamotte, ça va se multiplier. Il y a l'impact du réchauffement climatique. Comment vous voyez les choses là ? Comment je vois les choses ? Alors, bon, j'ai tendance à être très optimiste, donc je me dis qu'on va réussir à s'en sortir. Oui, les crises infectieuses liées aux maladies infectieuses, il y en aura d'autres. Il y en a déjà eu plein, donc il y en aura d'autres, liées notamment au dérèglement climatique. Mais moi, je suis convaincue que la résilience, dont vous avez déjà parlé, puis dont on va encore parler, de la collectivité humaine, nous permettra de trouver les moyens de s'en sortir, les moyens de combattre, les moyens de prévenir et les moyens de s'en sortir. Je suis convaincue que la collectivité humaine réussira à travailler ensemble pour trouver les solutions. Et l'entreprise est une collectivité humaine. Parmi tant d'autres. Bon. C'est bien de croire en ça. C'est intéressant parce que c'est aussi un message qu'on peut manager auprès d'une équipe. L'équipe s'en gagnera toujours, quoi. Vous réagissez à ce qu'on vient d'entendre, c'est intéressant. Oui, je suis d'accord qu'après, évidemment, on ne peut pas contraindre les gens individuellement, mais après, la force du collectif, les bonnes pratiques font les uns, ça percole, on arrive à se motiver mutuellement sur la vaccination, par exemple, sur des choses comme ça. Oui, c'est des sujets dont il faut parler, et après, voilà. On a observé des solidarités incroyables qui sont développées dans les entreprises au moment du Covid, quoi. Ouais. À la fois dans les entreprises, mais même en direction des hôpitaux, par exemple. Il y a plein d'entreprises qui ont proposé de l'aide. Vous disiez, vous avez produit des masques. Bon, bah voilà, il y a eu vraiment un mouvement collectif de solidarité. Et ça se reproduira parce que quand on est dans la crise, les gens sont prêts à se mobiliser. Merci beaucoup. Alors Sandra Decelles-Lamotte, vous êtes présidente de l'association Résilience, on s'est expliqué sur ce beau terme tout à l'heure, experte en prévention des risques naturels et majeurs. On parle essentiellement des inondations pour notre région. En deux mots, vous existez depuis 2017. Qu'est-ce que vous faites auprès des entreprises ? Alors, nos missions au niveau de l'association Résilience consistent à informer les dirigeants, les salariés sur les risques naturels et technologiques majeurs auxquels ils sont exposés. On forme également les dirigeants et les salariés à se préparer en cas de crise majeure. Et puis, on leur propose également de se préparer en réalisant des exercices assez courts pour à la fois les sensibiliser, les entraîner. Et on développe un label, le Résiscore, qui est un audit, à dire d'experts, d'évaluation du niveau de préparation des entreprises face aux risques majeurs. Alors, sur ce label, le Résiscore, vous avez toutes les infos sur le site de Résilience. L'adresse s'affiche à l'écran. Prenons le cas des inondations. Alors, est-ce que vous saviez qu'un salarié sur 3 travaille dans un site potentiellement inondable en France, vous confirmez, tout à fait. Ouais, tout c'est dingue. Oui. Alors, les inondations,
qu'est-ce qu'on fait? Je suis une PME du Pas-de-Calais qui a subi les 3 coups de lame des inondations. Qu'est-ce que je fais? La première chose, c'est de s'informer. Donc, il y a un site essentiel à connaître, qui est gratuit, qui est georisque.gouv.fr. Donc, vous allez sur ce site qui vous propose d'entrer l'adresse du bâtiment où vous vous situez et qui va vous indiquer en fait la liste des risques naturels et technologiques auxquels vous êtes exposé. D'accord. Après, c'est qu'est-ce qu'on fait à partir de cette information? Le Code du travail dit vous devez informer, former les salariés, prendre des mesures de protection. Donc à partir de là, soit en interne, vous disposez de ressources humaines, de personnes compétentes qui savent faire ce type de choses, d'informer, former les salariés, ou vous faites appel à des formateurs extérieurs. Et quelque part, ce risque, même s'il est majeur, il s'ajoute justement aux autres risques. Et dans la démarche, on a une similarité. Donc quelque part, vous utilisez les moyens de gestion de crise que vous avez déjà mis en place pour intégrer les risques majeurs à vos processus de gestion de crise. Par contre, si vous n'en avez pas, voilà, là, il faut à ce moment-là faire appel à des ressources extérieures, associatives ou bureaux d'études pour vous aider. Alors, on parle des inondations, mais il y a plein d'autres risques. Le risque nucléaire, la nomenclature est assez variée. Alors, quelles sont les étapes pour reconnaître les risques potentiels auxquels mon entreprise peut être exposée? Et après, quelles sont les étapes pour anticiper ces crises, ces risques? Alors, pour poursuivre cette question de la reconnaissance des risques auxquels on est exposé, je disais, il y a Géorisque et il y a également le site de la commune, puisque le maire a une obligation d'informer la population. D'accord. Important à savoir, ça. Tout à fait, au travers d'un document qui est un acronyme, ça s'appelle le DICRIM, le document d'information communale sur les risques majeurs. Mais voilà, il faut le trouver on le trouve sur Géorisque, où vous demandez, vous appelez la mairie, éventuellement, ils vous donneront l'information. Donc ensuite, pour se préparer, c'est ça Oui, tout à fait. En fait, il faut quand même avoir un certain nombre de cadres d'action pour se préparer en cas notamment d'inondation. Certaines communes proposent de s'inscrire en mairie en donnant votre numéro de téléphone portable pour vous alerter avant l'événement, bien sûr suivre Météo France, bien sûr s'inscrire sur les réseaux sociaux des préfectures, sur Facebook, sur Twitter éventuellement, si vous êtes sur ce fil d'actualité, et également le site Vigicru, qui est gratuit, pareil, auquel vous pouvez vous inscrire pour recevoir les informations en amont des événements. Toutefois, même avec ces aspects d'anticipation, si vous-même vous ne vous êtes pas préparé en interne, je dirais que cette information en amont ne va pas forcément être très facile à utiliser. L'audit dont vous parliez tout à l'heure, EasyScore, ça a un coût? Ça a un coût. Effectivement, on le fait payer au niveau de l'association parce qu'il y a un expert en fait qui se déplace dans l'entreprise pour check-up complet. Exactement, faire un check-up de la sécurité comme quand on va à la médecine du travail. Et là, on va faire le point en fait sur où vous en êtes en matière d'information, de formation de nos salariés et de préparation. On peut donner les chiffres, c'est environ 1 400 € l'audit, mais 1 € investi en prévention, c'est 7 € de gagné par rapport au financement des dommages. Exactement. C'est une évaluation qui est faite depuis plusieurs années. Il faut savoir que pour les inondations du Nord-Pas-de-Calais qui ont eu lieu en 2023, ne serait-ce que pour novembre 2023, c'était 550 millions d'euros de dommages pour près de 500 entreprises. Donc c'est énorme. Et c'est énorme. Vous l'avez compris, la clé d'une bonne gestion de crise, c'est l'anticipation. Nous avons une feuille de route dans la région qui est le programme régional de santé au travail, 4e édition. Et ça se structure justement pour prendre en compte l'accompagnement des entreprises pour gérer leur crise, avec une démarche inédite dans notre région, c'est que le ministère du Travail travaille avec les services de santé et de prévention au travail. Ils ont mis en place un comité de pilotage et on a été petite souris pour voir comment ils bossaient.
Anticiper plutôt que subir. À Halluin, l'ADRETS Hauts-de-France et le service de prévention et de santé au travail CIMUP testent une nouvelle approche pour mieux gérer les crises à venir. Aujourd'hui, en fait, on a le COTEC, groupe de travail qui s'est réuni dans le cadre du plan régional santé-travail et qui s'est réuni justement autour de l'anticipation des crises, puisqu'on travaille justement sur ce sujet depuis le début donc, du plan régional santé-travail, avec comme objectif d'aider les entreprises à se préparer en fait aux crises pour en limiter les effets, à la fois pour l'entreprise, pour son activité économique, mais aussi pour la santé des travailleurs. Face aux risques industriels, climatiques ou sanitaires, les deux organisations veulent renforcer la préparation des acteurs économiques. Mais alors, comment ? En créant des journées immersives pour se confronter en conditions réelles à des scénarios de crise. Une crise, plus on s'y prépare, plus on l'intègre dans son quotidien, plus on va en limiter les effets. Une crise, ça ne se gère pas sur les bancs de la faculté, ça se vit au quotidien et c'est pour ça que les journées d'immersion ont été conçues. On va placer les personnes qui le souhaitent dans cette situation de crise pour voir que ce que l'on a appris de manière théorique n'est absolument pas ce qu'on va devoir mettre en œuvre lorsque la crise arrive. Souvent en matière de crise, ça n'est pas forcément le chef d'entreprise qui est le mieux placé pour gérer la crise lorsqu'elle arrive. Et donc il faut des compétences, il faut des formations, il faut des réflexes. Et c'est tout ça que l'on essaie de mettre en œuvre, tout en rappelant à l'entreprise qu'encore une fois, cette notion de crise, elle n'est plus du domaine exceptionnel, hélas. Elle doit intégrer son quotidien. Une première étape vers une culture de la gestion de crise partagée entre administration et entreprise. Alors, il y a des journées d'immersion qui sont proposées et par ailleurs, une journée pour les entreprises le 30 septembre prochain, qui sera un moment d'intelligence collective pour bâtir des solutions, pour prévenir les crises. Alors, 2 QR codes pour les services de prévention et de santé au travail. Voilà le QR code pour vous inscrire. Et pour les entreprises, ce QR code que vous flashez et vous pourrez le retrouver sur le site de votre télévision régionale. Donc anticiper, d'abord reconnaître qu'on peut tous être victimes d'une crise et donc anticiper, mettre en place des plans d'accompagnement avec les collaborateurs pour travailler en bonne santé.